sont partout dans vos produits cosmétiques, dans votre alimentation, dans l'air, dans les bouteilles en plastique. Ils sont invisibles, mais leur pouvoir de nuisance important. Les perturbateurs endocriniens seraient responsables de l'infertilité, du développement des cancers, de l'obésité, du diabète, des maladies cardiovasculaires, mais auraient aussi des conséquences sur le développement du cerveau. On en parle avec nos invités. Stéphane Aurel, bonjour. Vous êtes journaliste indépendante et documentariste. Vous avez notamment réalisé le film Endoctrinement dans les couloirs de la Commission européenne et publié ce livre Intoxication, perturbateurs endocriniens, lobbyistes et eurocrates, une bataille d'influence contre la santé. C'est aux éditions La Découverte. Barbara Demenex, bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste, co-directrice du laboratoire Évolution des régulations endocriniennes du Muséum national d'histoire naturelle et vous êtes à l'origine d'une technologie originale et innovante permettant l'innovation justement de polluants environnementaux, pour laquelle d'ailleurs vous avez reçu la médaille de l'innovation du CNRS et vous avez publié Le cerveau endommagé aux éditions Odile Jacob. Également avec nous Michèle Rivasi, bonjour, députée européenne écologiste, et Jean-Charles Boquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'ECPA, l'Association européenne de l'industrie phytosanitaire. Merci à tous les quatre d'être avec nous. On va parler donc de ces perturbateurs qu'on peut appeler aussi perturbateurs hormonaux. Mais on fait d'abord le point avec ce reportage de Jacques Boivin. Se maquiller, un geste quotidien souvent anodin, peut-être pas tant que ça. Dans les rayons hygiène et beauté, près de 2 produits sur 5 contiendraient un perturbateur endocrinien, une substance chimique qui modifierait le fonctionnement de nos hormones. Difficile d'y voir clair pour ces consommatrices, elles sont perdues. Il y a tellement de choses qui sont écrites que c'est impossible. Je regarde, mais des fois je comprends pas tout, pour être honnête. C'est-à-dire que de toute façon, on n'a pas le décodeur. Les termes sont tellement scientifiques qu'on ne sait pas à quoi ça correspond. L'association indépendante Noteo et le réseau Environnement Santé tirent la sonnette d'alarme. Pour ces scientifiques, les perturbateurs endocriniens sont clairement dangereux pour notre santé. Ils ont un rôle essentiel lors de la formation de l'embryon et des fœtus, donc pendant le développement. Et l'impact va se faire sentir pendant l'enfance, pendant l'âge adulte et même sur plusieurs générations. Donc ils agissent à faible dose et puis en plus, comme ils agissent ensemble, on va avoir ce que l'on appelle l'effet cocktail. Nous vivons dans une jungle chimique dont les pièges sont encore trop souvent cachés. Mais une application permet depuis peu de scanner des milliers de produits. La mauvaise note vous indique clairement la présence de perturbateurs endocriniens. La pression des consommateurs peut faire bouger les lignes. L'absence de parabènes, par exemple, devient ainsi un argument marketing. À ce jour, 870 perturbateurs ont été recensés dans des produits de consommation courante. Voilà, donc le problème, Barbara Demenex, en regardant encore ce reportage, on se dit mais quoi ? On ne se met plus de crème de beauté, on ne mange plus, on ne boit plus parce que l'eau est dans les bouteilles en plastique. On fait comment ? On utilise de l'eau du robinet en demandant souvent à des autorités qui nous livrent quand même de vérifier qu'est-ce qu'il y a dedans. On fait un peu plus attention, surtout si on est une femme enceinte. On ne va pas mettre beaucoup de maquillage. On va essayer d'utiliser des produits naturels, l'huile d'amande, etc. pour le corps. Quand il s'agit de manger, je préconise, je recommande de manger bio. Je sais que ça coûte plus cher, mais évidemment, on va faire des économies, on va gaspiller un peu moins peut-être, d'éviter les aliments qui sont emballés en plastique, de ne pas repeindre la chambre de bébé parce que les peintures, etc. Énormément de choses qu'on peut faire pour limiter l'exposition. Mais ça, c'est des choses que l'individu peut faire. Mais à la base, il faut une meilleure législation. Alors, meilleure législation, on en vient parce que font les pouvoirs publics en la matière ? La Commission européenne, il y a moins d'un mois, a fait sa proposition de réglementation des perturbateurs endocriniens. Elle exige un niveau de preuve très difficile à atteindre. Et c'est pour ça que j'ai commencé l'émission en parlant des effets des perturbateurs au conditionnel. Parce que la Commission, elle exige des preuves irréfutables. Michèle Rivasi, les associations ont crié au scandale. Comment vous avez réagi en tant que députée européenne et en tant qu'écologiste ? Écoutez, c'est une vraie saga, ces perturbateurs endocriniens, parce que
Ça commence déjà en 2009 et même 2007 où il y avait une réglementation pesticides et biocides. Vous voyez, c'est tout ce qui touche aux produits qu'on utilise pour laver le sol, etc. Et on avait dit, décembre 2013, il faut qu'il y ait une définition scientifique sur les perturbateurs endocriniens. Donc déjà, Décembre ça a 2013. pris du retard. Ouais. La Commission ne fait rien. Et là, grâce à une ministre de la Santé suédoise, grâce au Parlement européen qui a boosté, grâce à certains États membres, on attaque la Commission, ce qui est une première, pour non-conformité au traité européen à la Cour européenne de justice. Décembre 2015, la Cour de justice dit la Commission ne respecte pas le traité. La Commission fait une étude d'impact économique pour voir au niveau des industriels ce que ça va leur coûter. Ce n'est pas leur boulot, il fallait établir les critères. Et donc on obtient gain de cause sur toute la ligne. Et au mois de juin, le 15 juin 2016, enfin la Commission donne ses critères. Mais attendez, ce n'est pas les critères tels que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, indiquait une définition. Elle disait un perturbateur endocrinien, ça peut être une substance extérieure, intérieure, qui fait que ça modifie le système hormonal et que les effets, si vous voulez, secondaires sont par rapport à des organismes vivants, à leur progéniture et à leur population. Eh bien, la Commission, qu'est-ce qu'elle fait? Elle modifie la définition de l'OMS pour dire on va regarder les effets secondaires que sur les humains. Or, vous voyez bien que quand on fait des études sur les rats, on fait des études sur les animaux pour voir justement les effets de ces perturbateurs. Donc, ça veut dire qu'il va falloir avoir des preuves que sur les humains. Donc ça veut dire attendre des années potentielles de dégâts. Exactement. Et donc, ça veut dire qu'on va devenir des cobayes. C'est-à-dire que par notre rapport aux génération à nous, on va devenir des cobayes vivants. Mais justement, alors Stéphane Aurel, vous qui avez enquêté justement dans les couloirs de Bruxelles pour voir comment fonctionnait le pouvoir des lobbies notamment, vous avez étudié ce processus depuis 2013 sur ces perturbateurs endocriniens, justement ce qui se passait à la Commission. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne va pas parler de revirement, puisqu'effectivement ça a pris du retard cet avis-là. Donc que se passe-t-il dans les couloirs? Alors, revirement, c'est vrai qu'on est dans des termes, c'est devenu un feuilleton, quoi, cette histoire. Le Parlement européen avait demandé en 2009 à la Commission européenne de légiférer avant 2013. Et le retard qu'évoquait Michel Rivasi, il est dû principalement au lobbying de l'industrie chimique et l'industrie des pesticides, qui ont demandé une étude d'impact. Alors, une étude d'impact, comme ça, on peut se dire c'est bien d'évaluer l'impact, mais sauf que dans l'esprit de la Commission européenne, l'impact, c'est uniquement l'impact économique et non pas l'impact sur la santé. Et l'avantage, quand on est un lobby et qu'on a la loi qui est en cours d'élaboration, la réglementation qui est en cours d'élaboration ne convient pas, c'est qu'une étude d'impact, ça permet d'obtenir du temps. Donc, pour obtenir une réglementation qui convient plus. Et une étude d'impact, ça prend minimum un an, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en juillet 2013... Mais pourquoi la Commission ne prend pas, j'allais dire, la responsabilité de dire fermement on fait comme ci, on fait comme ça par rapport aux perturbateurs? Elle a pris cette responsabilité, mais on peut dire pas dans un sens favorable à la santé publique. Parce que ce qui a été cette annonce du 15 juin, qui en plus, il y a un côté de jouer au bonneto avec la cervelle des gens qui est assez particulière. La Commission européenne dit qu'elle s'appuie sur une définition scientifique qui est la définition acceptée par tout le monde de l'Organisation mondiale de la santé, alors qu'elle a manipulé cette définition et que les conditions qu'elle donne pour réglementer les perturbateurs endocriniens sont effectivement beaucoup trop élevées pour protéger la santé publique. Elles sont décriées aussi par la communauté scientifique. Exactement. Jean-Charles Bocquet, comment vous avez réagi le 15 juin dernier? Nous ne sommes pas satisfaits de la proposition qui est faite par la Commission. Mais au préalable, je pense que ce qui vient d'être décrit par Mme Rivasi et par Stéphane Aurel, en fait, est un petit peu caricatural. Je pense c'est peut-être pour bien comprendre aussi. Oui, tout à fait. Mais on ne peut pas, d'un côté, mettre une pression sur les autorités scientifiques, sur la Commission, comme le font certains députés, et je le respecte, je suis moi-même citoyen, j'ai voté, ou certains médias, et en même temps ne pas accepter que la Commission ou les experts scientifiques essaient de rassembler le maximum d'éléments pour prendre une décision, une proposition. De toute façon, pour l'instant, c'est une proposition qui fait d'ailleurs l'objet d'un débat et d'une consultation publique pendant 4 semaines, pour ensuite prendre la meilleure proposition qui concilie à la fois le respect des humains, le respect de l'environnement
et puis aussi qui permettent à chacun de continuer son activité professionnelle, les agriculteurs, les industriels. Dans votre reportage, en fait, on voit que l'ensemble des citoyens aujourd'hui ont besoin d'un certain nombre de produits de beauté, de produits de la vie quotidienne, qui apportent des bénéfices réels ou des bénéfices perçus. Mais il faut donc à chaque fois bien prendre la balance entre l'intérêt d'une technologie, quelle qu'elle soit, et puis les risques de cette technologie. Or là, la Commission, suite à la décision de la Cour de justice européenne, a eu 6 mois en fait pour faire une proposition. Je pense que ce calendrier a été respecté. Et contrairement à ce que dit Mme Morel, l'industrie, depuis le début, souhaitait que les critères, au moins pour le dossier des produits de protection des plantes, les pesticides, soient respectés en termes de calendrier, puisque des critères dits intermédiaires ou intérimaires ne nous satisfont pas. Donc il est pour nous faux d'indiquer que nous avons fait pression pour retarder. C'est un dossier tellement important. Il reste 30 secondes pour conclure avant de partir sur le sujet. Moi, je veux dire, on a des preuves par rapport à des mails qui ont été interceptés à la Commission, où vous, en tant qu'industrie et par Stéphane Aurel, qu'il y a eu l'intervention de l'industrie chimique pour demander à la Commission qu'elle fasse cette étude d'impact. Donc, si on a du retard... Vous le reconnaissez, vous, madame, oui, que l'industrie a demandé une étude d'impact. Et vous êtes en train d'empoisonner les gens. C'est ça qui est terrible. Moi, je vous assure qu'au niveau du Parlement européen, on se bagarre. C'est inadmissible que la Commission soit sensible à l'impact, combien ça va vous coûter. C'est la santé qui est importante. Vous êtes en train d'empoisonner les gens. Vous êtes conscient que les produits utilisés parfois dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire ou autre, peut effectivement être nocif pour la santé, l'environnement? Certains produits présentent des risques pour la santé et l'environnement. Ces risques sont en général identifiés, étudiés avant les autorisations de mise en marché sur le secteur des produits phytosanitaires, les pesticides. Tout produit mis en marché, qu'il soit d'origine chimique ou d'origine naturelle, fait l'objet d'évaluations, 300 à 400 études spécifiques qui durent une dizaine d'années. Études, tests qui sont évalués par des autorités donc compétentes, soit dans les États membres, soit au niveau de l'autorité européenne chargée donc des aspects sanitaires, l'EFSA. Et ensuite, la Commission autorise ou n'autorise pas le principe actif, et les États membres autorisent ou n'autorisent pas des produits formulés, donc prêts à l'emploi, par les jardiniers, par les agriculteurs ou par le consommateur, si on prend les biocides. Voilà. Pour bien comprendre, Barbara Domenech, effectivement, qu'est-ce que sont ces perturbateurs endocriniens? Alors, on prend ce terme, effectivement, ça peut paraître barbare, ce sont des perturbateurs hormonaux, pour faire simple. Oui, les hormones, c'est-à-dire le système endocrine, c'est les hormones qui incluent les hormones sexuelles, le testostérone, l'œstrogène, tout le monde sait ce que c'est. Et évidemment, les hormones thyroïdiennes. Et, bon, il y en a beaucoup d'autres systèmes hormonaux qui peuvent être affectés par ces perturbations. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se focalise sur, parce qu'il y a beaucoup de cancers du système reproducteur et l'infertilité sur l'œstrogène et le testostérone, mais aussi l'hormone thyroïdienne, parce que c'est nécessaire, absolument essentiel pour le développement du cerveau. Et beaucoup de pesticides affectent le système thyroïdien. L'EFSA, en 2013, a publié une étude où ils ont regardé 287 pesticides avec l'autorisation de mise sur le marché. On trouvait que 101 avaient dans le dossier quelque chose qui montrait une interférence avec le système thyroïdien. Donc, 101 sur 287, plus qu'un tiers. Alors, on peut se demander comment ça se fait que ces tests qui sont faits laissent passer des molécules dont on sait pertinemment qu'ils vont interférer avec le système hormone thyroïdien. Je vais encore vous donner la parole pour répondre. Non, en fait, là, vous abordez un point extrêmement... Ce que vous dites est vrai, bien entendu, mais vous abordez en fait l'effet de la puissance de l'effet. Et cet aspect-là n'a pas été pris en compte par la proposition de la Commission, et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas d'accord avec cette proposition, puisque le système hormonal, vous êtes beaucoup plus compétente que moi sur ce domaine-là, vous savez très bien que c'est réversible ou irréversible parfois. Donc il faut éviter les aspects irréversibilité. Et donc la fameuse puissance de l'effet est quelque chose que l'on doit intégrer au préalable avant de déterminer un critère qui fera qu'un produit est ou n'est pas... Mais est-ce que le principe de précaution peut s'appliquer à ce moment-là ? Le principe de précaution, il est appliqué au quotidien sur le domaine des produits phytopharmaceutiques. Sur la base de certaines études, des produits ont été retirés du marché. Mais sur un plan global, entre les années 90 et aujourd'hui,
dans les années 90, il y avait 1000 substances actives en Europe donc disponibles pour les agriculteurs pour protéger leur culture. Sur ces 1000, il en reste 250 aujourd'hui, qui ont été soit retirés volontairement par les industriels, soit qui ont été retirés par les autorités compétentes. Donc ce principe de précaution, aujourd'hui, je dirais non seulement qu'il est appliqué, mais il est abusivement appliqué sur nos produits. Abusivement. Là, on vous voit évidemment réagir toutes les deux parce qu'on parlait d'impact sur la santé publique. A priori, toutes ces maladies auraient un coût estimé selon les sources entre 157 et 288 milliards d'euros par an et seulement en Europe. Donc le coût est colossal. Mais quelque part, on en est venu à ces batailles de chiffres totalement absurdes parce que l'industrie... que ce soit au niveau français ou au niveau européen, on est toujours dans ces questions de chantage à l'emploi ou de chiffres qui fait peur. C'est si vous passez cette réglementation, on va perdre. Donc l'industrie des pesticides a avancé ce chiffre de entre 3 et 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires parce que ça toucherait les produits qui vendent le plus. Mais de quoi parle-t-on quand on parle d'explosion de statistiques de santé publique, de cancer? On parle pas de vous et moi, on parle des bébés qui ne sont pas encore nés, en fait, des générations futures, dont on endommage la santé par nos choix de société. Donc de comparer, quitte à comparer l'incomparable, c'est ce que disent les scientifiques, en faisant ces études d'estimation, 157 milliards d'euros, sans même compter les cancers, c'est beaucoup plus que 3 milliards d'euros de perte de chiffre d'affaires, effectivement. Et la plupart étaient dus, j'ai participé à ces études, et la plupart étaient dus aux pesticides et aux pertes de QI, d'intelligence ou de maladies parce que les effets seraient globaux. Vous avez les mêmes chiffres dans vos livres. Le nombre d'enfants hyperactifs aux États-Unis a cru de 22% entre 2003 et 2007. Les enfants autistes, toujours aux États-Unis, ils étaient 1 pour 5000 en 1975. Aujourd'hui, ils sont 1 pour 68. Et puis, la qualité du sperme s'est effondrée de moitié en 50 ans. Et les cas de diabète, eux, ont doublé en 20 ans dans les pays développés. C'est ça le problème. Et là, vous soulevez, quand je parlais, ils sont en train de nous empoisonner. Parce qu'on le trouve aussi bien dans l'alimentation, on le trouve aussi bien dans les produits cosmétiques, bien sûr dans les pesticides et dans plein d'autres endroits. Et là, maintenant, on nous dit, mais ce qui est important, c'est combien ça va coûter à l'industrie? Non, mais de quoi parle-t-on? Et quand on dit le principe de précaution, qu'on applique le principe de précaution, mais pas du tout. La plupart des études faites, elles sont faites par les industriels. Eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'il y a plein de molécules qui arrivent à passer. Oui. Alors c'est contrôlé par des agences comme l'EFSA. Mais l'EFSA est énormément critiquée. La dernière polémique sur le glyphosate, vous savez, ce pesticide qu'on a dans le Roundup de Monsanto, eh bien, il y a 14 études. On arrive, nous, les parlementaires, on n'a pas accès à ces études. Et pourtant, la Commission dit, c'est bon, c'est pas cancérigène, alors que l'Organisation mondiale de la santé, sur des études publiées, dit, c'est cancérigène. Alors, écoutez, là, nous, au Parlement, on est, mais virulents. Alors, bon, il y a l'industrie, mais l'industrie, elle est partie prenante, elle est jugée partie, elle se fait du fric là-dessus. Mais c'est vis-à-vis de la Commission. Bien sûr, mais alors la Commission sur le glyphosate, justement, on va faire un point sur le glyphosate, puisque la Commission européenne a annoncé le prolongement de son utilisation. On fait le point avec Jean-Baptiste Bouvet. Il était un pur produit de l'agriculture intensive. Paul François a manipulé des pesticides pendant 25 années, jusqu'à ce jour d'avril 2004, où il inhale accidentellement les vapeurs d'un désherbant très puissant. Il y a des jours où je ne peux pas travailler, ça m'est arrivé encore il y a quelques jours, parce que des maux de tête très violents, des pertes de connaissance. Je suis suivi au niveau neurologique avant tout, je sais que ça ne pourra qu'évoluer dans le mauvais sens. Ces multiples pathologies sont reconnues comme maladies professionnelles. Puis après une longue bataille juridique, le fabricant de pesticides est condamné en appel à l'indemniser. Aujourd'hui, même s'il ne peut plus piloter ses machines, Paul François réduit considérablement les épandages chimiques. On peut critiquer, on sait que c'est dangereux pour nous, agriculteurs, on sait que c'est dangereux pour l'environnement, pour les riverains, pour les consommateurs. Mais c'est tellement simple et ça permet aussi d'avoir des produits bon marché à la sortie. Proposer des aliments bon marché. Ce modèle agricole est encore dominant. Mais cette dépendance aux pesticides a de multiples conséquences sanitaires. Herbicides, fongicides, insecticides, toutes ces molécules se retrouvent non seulement dans notre alimentation, mais aussi dans les eaux de nos rivières. En rouge, les zones les plus polluées, là où sont cultivées des céréales, des fruits, des légumes, mais aussi du champagne et du vin. Des productions viticoles encore trop gourmandes en pesticides.
Alors la France veut interdire le glyphosate, plus connu sous la marque Roundup. À elle seule, cette molécule représente 30% des herbicides vendus sur notre territoire. Perdre les bénéfices du glyphosate au niveau des filières agricoles serait une perte très importante. Ça voudrait dire que les agriculteurs doivent remplacer le glyphosate et la seule alternative qui existerait aujourd'hui, c'est le travail du sol, et ça serait le travail du sol à outrance. Depuis 2 ans, Paul François a décidé de transformer son exploitation en bio. Volontairement, il nous montre sa parcelle la plus envahie par les mauvaises herbes. La bineuse va en détruire, on va dire, 80%, mais il va bien falloir, à la main, venir sur ces ronds, nettoyer sur le rang. Bon, c'est un choix. Le bon côté, c'est qu'effectivement, vous voyez ces papillons, on a planté des haies, il y a une vie, il y a une biodiversité qui est là. Ce maïs bio sera vendu 2 fois plus cher qu'un maïs dopé aux pesticides. Paul François se donne une 8aine d'années pour convertir l'ensemble de sa production. Jean-Charles Bocquet, donc là on voit le cas précis d'un agriculteur qui a fait le choix de basculer en bio parce qu'il disait, pour aller vite, ça l'empoisonnait au quotidien d'utiliser ce pesticide. Alors, Monsieur François, que je connais, donc en fait, c'est un accident qu'il a eu. Il a été exposé accidentellement donc, à un produit. Mais qui s'est révélé nocif. Qui s'est avéré nocif en fonction d'un certain nombre de procédures qui ont abouti donc au fait qu'il ait gagné. Je pense qu'il est important de rappeler que les pesticides sont des produits utiles. Sans protection, ou chimique ou naturelle, on peut perdre 40% de rendement. Tout à l'heure, on évoquait les soi-disant maladies qui nous touchent potentiellement tous, les cancers, etc. Dans le même temps, l'espérance de vie augmente. L'espérance de vie augmente. Les agriculteurs ont moins de cancers que la population générale. Et c'est pourtant eux qui sont les plus, Là aussi, exposés aux produits. Chiffres, oui. Donc globalement, non, c'est pas une bataille de chiffres, c'est 180 000 personnes qui ont été au Parlement européen, suivies. Ils vous donneront des chiffres différents Oui, pour mais les non, agriculteurs. Les chiffres sont publiés, c'est l'étude Agrican qui, la MSA est intégrée dans cette étude. Donc, si vous voulez, il y a des études qui sont retenues par Mme Rivasi et par certains, et d'autres qui ne le sont pas. Je pense qu'il est important de prendre l'ensemble des études. Le glyphosate, je reviens au glyphosate et je répondrai à votre question sur le bio. L'EFSA, quand elle a évalué le glyphosate du point de vue cancérogénicité, elle a aussi intégré les études qu'avait pris le CIRC à Lyon. Le problème, c'est que cette agence du CIRC n'a pris qu'une partie des études. Donc, à chaque fois, il faut prendre l'ensemble des informations. C'est pour ça que nous prenons en compte l'ensemble des informations, que nous mettons en place des démarches de progrès pour, au-delà des autorisations, faire des recommandations de bonnes pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Et l'agriculture biologique, 50% de nos adhérents fournissent des produits utilisables en agriculture biologique. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas passer du jour au lendemain d'un mode de production il le dit, conventionnel. ça va lui prendre 8 ans. Oui, mais ça prendra plus que ça, madame. Il faut 10 ans pour sortir un nouveau produit. Je sais ce qu'il y a dans les cartons aujourd'hui des adhérents de CPA. Et donc, la solution n'est pas uniquement l'agriculture biologique. Il faut, dans une phase de transition, combiner les différentes méthodes. On est tout à fait conscient qu'il y a des questions sociétales que l'on doit intégrer, que l'on prend en compte dans nos démarches de recherche, d'investissement. On investit 10% du chiffre d'affaires. Madame Rivasi disait, si vous gagnez de l'argent, heureusement, sans argent, on ne peut pas faire de recherche. Barbara Demenech. Oui. Moi, je veux revenir rapidement sur 2 points. Numéro 1, l'espérance de vie ne continue pas à augmenter, ça stagne. Non, malheureusement pas. Ça commence à stagner et dans certaines catégories, surtout les gens de classe socio-économique faible, ça commence à baisser. En plus, ce n'est pas l'espérance de vie en bonne santé, c'est pas l'espérance de vie tout court, c'est l'espérance de vie en bonne santé qui vraiment diminue. Et n'oublions pas que les statistiques qu'on a actuellement sont sur les gens qui sont nés par définition dans les années 30 et 20 même, et qui étaient nés avant la grande augmentation de l'utilisation des pesticides et des produits chimiques. Donc les statistiques ne sont pas fiables pour les générations qui naissent. Vous avez aussi parlé de la réversibilité et du système endocrinien. N'oublions pas que le développement du cerveau, c'est un système, une route à sens unique
Et si on naît avec un QI moindre, on resterait toute sa vie avec ce QI moindre. On ne peut pas rattraper. Il n'y a pas de rattrapage à faire. Stéphane Aurel, vous voulez réagir aussi. Je pense difficile. Pour que les gens qui nous écoutent comprennent, je ne suis pas sûre que ce soit clair dans ce que M. Bocquet dit, c'est que tout le système d'autorisation de mise sur le marché, que ce soit des pesticides, des produits chimiques ou des produits pharmaceutiques, il repose sur une sorte de confiance que les pouvoirs publics font dans les études que fournissent l'industrie. Parce qu'il n'y a pas de réglementation, encore une fois. Il y a une réglementation très stricte. Il y a une réglementation, mais la réglementation, elle permet de mettre des produits sur le marché sur la base d'études fournies uniquement par l'industrie. C'est ce qui se passe avec le glyphosate. Toute la polémique qu'il y a, enfin c'est même pas une polémique, mais la crispation qu'il y a autour du glyphosate, elle est due à ça. C'est que les fabricants du glyphosate ne veulent pas rendre publiques les études sur lesquelles se sont faites les évaluations d'une agence que conteste une autre agence. Oui. Et la Commission européenne a demandé, le commissaire européen à la santé, a demandé, dans un contexte particulier, mais a demandé à ce que ces études soient rendues publiques. Et elles ne le sont pas. Et le fabricant a proposé que les autorités viennent consulter ces études imprimées dans une pièce sans leur téléphone portable, avec juste un papier et un crayon. Quoi. Et Michel Rivasi, je ne sais pas si vous vous rendez compte. À l'heure actuelle, la Commission donne son feu vert sur le glyphosate, en disant que ce n'est pas cancérigène, sur des études qui ne sont pas publiques. Et quand on est scientifique, à partir du moment où les études ne sont pas publiques, il n'y a pas d'avis scientifique. En plus, on nous dit elles sont publiques, il faut aller dans un bureau à Parme ou en Allemagne. Dans ce bureau, vous avez quelqu'un qui vous contrôle, pas de portable, on ne peut pas faire de photocopie. Comment voulez-vous qu'on regarde toutes les données en 1 heure ou 2 heures alors que vous avez 14 études? Donc ça, c'est de la mascarade. Mais ça veut dire que les pouvoirs publics n'ont pas les moyens aussi de faire ces études-là? Mais si, sauf qu'ils ont peur des avocats. Quand on a demandé à l'EFSA, je leur ai dit, mais enfin, c'est un scandale. N'acceptez pas ça. Le commissaire de la santé, M. Androukakis, il a écrit aux industriels pour que ça soit public. Sauf que, comme il y a le secret d'affaires, vous voyez, les industriels estiment que leurs études qui leur ont coûté cher, eh bien, il y a une confidentialité, il ne faut pas les donner à d'autres industriels. Non, mais de qui se moque-t-on sur l'aspect scientifique avec les conséquences sanitaires? Et on a dit, mais on a tous les éléments dans le règlement européen pour faire en sorte à ce que le secret d'affaires saute quand il y a un intérêt sanitaire global. Eh bien, ils n'osent pas l'utiliser parce qu'ils ont peur après des attaques des industriels comme Monsanto, qui va attaquer la Commission, qui va attaquer l'EFSA pour publication. Mais voilà, vous voyez, on en est là. On a des industriels qui font les études. C'est pas, vous voyez, des études indépendantes. On a après des commissions qui ont peur de l'attaque au niveau des avocats. Et puis après, on voit toute cette épidémie de cancer. Vous vous rendez compte, si vous êtes enceinte et vous avez un enfant, parce que vous ne savez pas que dans vos aliments, il y a des perturbateurs endocriniens, il y en a beaucoup encore qui ne le savent pas. Il pourra être hyperactif, il pourra avoir un QI moindre, etc. Donc, mais je vous dis, on est presque tenté de vous dire... J'en veux à la Commission. Et vous en voulez à la Commission, effectivement, on parle de ces décisions récentes là, qui datent de moins d'1 mois, mais que peut faire le Parlement? Ça veut dire que le Parlement est mais le impuissant. Parlement, il s'oppose chaque fois. Vous voyez, oui, mais le résultat, c'est que la Commission... Eh bien après, il faut convaincre les États, parce que c'est quand même au niveau des États membres qu'on va voir au mois de septembre s'il y a une majorité qualifiée ou pas. Alors, on a la France qui est vraiment opposée à ces nouveaux critères. On a le Danemark, on a l'Autriche, on a la Belgique. La Suède. Et la Suède, il nous manque l'Allemagne, l'Espagne. Si l'Allemagne... Parce que, regardez en Allemagne, ils ont Bayer. Bayer est en train d'acheter Monsanto. Et on voit bien qu'au niveau du gouvernement, ils sont gênés parce que soit ils... Il y a des intérêts un peu puissants. Non, alors, nous, on dit... un débat politique entre les différents partis. Mais c'est comme ça que ça se passe. Enfin, je ne vais pas vous apprendre ma vie. C'est comme ça que ça se passe. Si l'Allemagne vote contre et l'Espagne vote contre, eh bien, à ce moment-là, les critères seront bannis et la Commission devra faire... Stéphane Aurel, on fait de la politique, là, d'après vous? Je pense que ce qui est très intéressant dans ces questions-là, dans ces débats-là, c'est justement, ça montre ce déficit démocratique dont on parle, qui est quasiment une expression figée quand on parle de l'Europe, c'est ça. C'est-à-dire que quand les députés européens se plaignent, votent des résolutions à majorité écrasante, critiquant la Commission sur ses décisions sur les perturbateurs endocriniens, ça n'est suivi d'aucune conséquence. Voilà, c'est ça. Je pense que là, restons sur le glyphosate et le fameux débat démocratique. Le Parlement européen a, dans un premier temps, proposé une motion de non-renouvellement, donc d'interdiction du glyphosate. Les mêmes députés, 3 semaines après, ont proposé une évolution de leur position en disant « OK pour un renouvellement de 9 ans ou 7 ans. 7 ans.
Donc, vous imaginez la pression qui est mise. Alors, on dit la pression des industriels. Les industriels appliquent la réglementation. Les politiques, la société civile s'expriment, et je suis favorable à ça, mais à un moment donné, il faut prendre une décision qui, justement, soit basée sur des faits réels et qui ne... Mais alors, les faits réels sont dans des rapports. Est-ce que vous... Mais ces rapports, mais madame... Vous confirmez que... Est-ce que vous êtes d'accord pour nous donner aujourd'hui les 17 études... Enfin, les 14 études qui sont dans les bureaux, vous êtes industriel, vous dites OK, elles vont être publiées. Madame, voilà. Ça serait un élément très important dans le débat. Madame Rivasi, vous savez très bien que dans ces études, il y a des aspects purement scientifiques, sanitaires, sur lesquels nous sommes d'accord pour donner accès aux données. Et pourquoi il y a aussi dans un bureau, on ne peut pas y accéder? Mais parce que vous savez très bien comment ça se passe. Alors dites-nous ça. Mais en termes d'utilisation de ces données, je veux dire, qui va contrôler? Lorsque les études sont évaluées par les autorités, il y a des procédures d'évaluation qui sont il est où le problème? C'est pour la santé publique aussi. On le soumet à des référés et ça se débat. Donc nous, sur le principe, on a dit OK dans des conditions qui sont le concept de... Mais on n'accepte pas vos conditions. Eh bien écoutez, je suis désolé. Nous, on fait un effort. Nous faisons un effort d'accès aux données. Si cela ne pourquoi l'accès n'est pas totalement libre pour que les scientifiques puissent y avoir accès pour pouvoir étudier? Mais les scientifiques, vous avez des scientifiques objectifs, vous avez des scientifiques engagés. Et on a l'objectif et les objectifs. Mais les industriels ont un objectif qui est de mettre en marché des produits sécurisés. Et les scientifiques ont pour but de faire avancer la recherche. Les scientifiques ont pour but de faire avancer la recherche. Aussi, on investit 10%. Le budget de la recherche de l'industrie, il est au moins comparable au budget de la recherche publique. Et d'ailleurs, nous appelons de nos voeux à une collaboration plus forte. Une réaction et après on revient sur l'impact. L'industrie, le rôle de l'industrie dans la société, c'est pas de faire de la philanthropie, c'est de vendre des produits. C'est votre raison d'être. D'une manière responsable, Madame Aurel. D'une manière responsable. Je dis juste sur les rôles dans la société. Les scientifiques, leur rôle, c'est de faire de la science. Quand on parle des études scientifiques qui sont fournies par l'industrie pour mettre sur le marché ces produits, moi, je conteste en fait le fait même qu'on utilise le terme scientifique. La science, ça correspond à un processus particulier. C'est un processus, la science, qui est normé, qui a été sophistiqué au fil des siècles, qui fait que quand des données sont présentées, elles sont relues par ce qu'on appelle les pairs, c'est-à-dire des gens qui savent de quoi ça parle, que c'est évalué, discuté, contesté, et que la personne qui a défendu une hypothèse doit avancer des arguments, doit ouvrir ces données brutes pour qu'elles puissent être remoulinées par tout le monde. C'est ça la science. Donc des études scientifiques qui ont pour but de mettre sur le marché des produits pour vous, et qui ne sont pas soumis à l'examen justement scientifique, est-ce vraiment de la science? Pour conclure, Barbara Domenech, justement, vous qui êtes biologiste, on peut répondre à la science, mais qu'on soit concret, les perturbateurs endocriniens, on en parle beaucoup depuis un an, mais beaucoup encore ne sont pas vraiment au courant. Vous le rappelez dans votre livre, quelques mesures de précaution quand même, beaucoup pour les femmes enceintes, mais de manière générale, vous parlez du bio, vous parlez aussi des téléphones, des télévisions qu'il vaut mieux éteindre. Oui, parce que tout appareil électronique contient des retardateurs de flamme pour éviter... Vous savez, quand vous avez un ordinateur sur les genoux, vous sentez que ça chauffe. Oui. Donc, on a des retardateurs de flamme pour empêcher, évidemment, que ça prend feu. Et les retardateurs de flamme sont aussi, malheureusement, des perturbateurs endocriniens. Ils sont des produits bromés. Et effectivement, donc, quand on les éteint, ils ne chauffent pas. Donc, il y a moins de produits émis dans l'atmosphère. Moins d'ondes aussi, accessoirement. Oui, accessoirement. Alors, évidemment, qu'est-ce qui nous inquiète aujourd'hui? Et ce n'est pas du tout pris en compte par les régulateurs, c'est effectivement les effets cocktails, les effets des mélanges. Chaque femme enceinte aujourd'hui est exposée en moyenne des dizaines de produits chimiques qui rentrent dans le liquide amniotique. Le placenta n'est pas une barrière. Et justement, malheureusement, les gens qui font la réglementation n'ont pas encore le temps de prendre compte des dernières avancées de la science, à la fois sur l'importance des hormones thyroïdiennes, sur le développement du cerveau dans les premiers mois de grossesse et les effets transgénérationnels qu'on a du mal. En attendant des réglementations et en attendant que les industriels peut-être changent leur façon de faire, vous appelez à la responsabilité de chacun de faire attention dans votre consommation et notamment sur les femmes enceintes. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas vraiment, de consommer de l'iode. Merci à tous les quatre en tout cas d'être venus nous en parler.